Oui. Ouais. Parlez, voyons. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est parfait. En tout cas, moi je m'entends. Je peux reprendre la clé? Bien sûr. Alors, comme on va faire beaucoup de virologie, forcément, aujourd'hui, on va faire les gestes barrières. Hein, donc, on va se séparer un peu quand on est 5 agglutinés sur un bord. Parce que vous êtes des futurs personnels soignants, donc il va falloir recommencer à faire de la prévention. Surtout que vous êtes quand même dans un milieu d'hygiène. Hop. On va essayer de s'installer confortablement. Donc je suis Florence Abravanet, je suis maître de conférence à la faculté de médecine donc en virologie et praticien hospitalier donc au laboratoire de virologie du CHU de Toulouse. Donc en ce moment on baigne dans l'actualité, vous vous en doutez. Ce que je vous propose c'est de faire aujourd'hui une introduction donc sur les virus, sur leur mode de multiplication, leur mode de transmission, les outils qu'on a pour éviter les contaminations, que ce soit les traitements, les vaccins, les antiseptiques, les désinfectants, tout ça pour se débarrasser des virus. Vous allez voir que parfois c'est facile, parfois c'est moins facile. Et on finit par une toute petite partie qui n'est pas de la virologie, mais qu'on aime bien coller aux virologues parce que personne n'aime ça, ça s'appelle les prions. Les prions, ce n'est pas des virus, mais ce sont des agents transmissibles non conventionnels, des ATNC, agents transmissibles non conventionnels, donc dont on va un peu parler, même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas de la virologie, puisqu'on va voir si ce sont des entités un peu particulières. En général, donc, quand je fais ce cours, je prévois 2 heures de cours, enfin j'ai un créneau de 2 heures de cours. Je ne prévois pas 2 heures de cours, je prévois 1h30 de cours, parce que je préfère que ce soit interactif. Donc tout le monde ne peut pas parler en même temps, mais par contre, si vous levez la main, moi je suis là pour répondre aux questions, pour qu'on puisse donc interagir. Vous venez souvent de plusieurs horizons différents, hein, vous ne sortez pas tous du bac forcément. Il y a des choses qui sont un peu lointaines pour vous, ou il y a des choses peut-être que je vais dire qui ne sont pas suffisamment claires. Donc n'hésitez pas à lever la main, me faire signe, et je répondrai à vos questions. On a le temps normalement pour pouvoir répondre à certaines questions. Alors déjà, on va parler de la nature des virus. Ces virus, ce sont des agents infectieux, mais à l'inverse donc de beaucoup d'agents infectieux que vous allez voir notamment en bactériologie, eh bien ils ont une certaine particularité. Ce sont des particules qu'on appelle inertes en solution aqueuse. Vous prenez de l'eau, vous y mettez du sucre, très vite vous allez voir que, surtout s'il fait un peu chaud, ça va proliférer, il va y avoir des bactéries, des champignons. Les virus, ça, ne peuvent pas. Ils ne savent pas se multiplier comme ça dans l'eau, même avec du sucre. Il n'y a jamais de multiplication de virus dans l'environnement. Vous avez une paillasse, un lit d'hôpital, un brancard, hein, les toilettes, même des chambres des patients. Tout ça, le virus peut être présent à ce niveau-là, mais il ne va pas pouvoir se multiplier. Hein. Pour ça, il a toujours besoin donc, de cellules, d'un organisme vivant pour pouvoir donc se multiplier. C'est la grosse différence notamment avec les champignons et les bactéries. Par contre, certains de ces virus, pas tous heureusement, sont très résistants hein, sur une surface et peuvent rester très longtemps infectieux encore. Et il suffit que quelqu'un arrive, hop, passe après la main sur le visage, sur la bouche, sur les muqueuses, pour qu'ils soient à nouveau contaminés par ce virus. Pas tous, heureusement. Autre particularité de ces virus, ils sont très petits. Effectivement, il a fallu le développement de la microscopie électronique dans les années 60 pour qu'on puisse maintenant visualiser réellement les virus. Et cette petite taille fait qu'ils passent à travers de nombreux filtres, notamment des filtres qui sont censés rendre stériles, mais en fait ils rendent stériles vis-à-vis des bactéries, vis-à-vis des parasites, vis-à-vis des champignons, mais pas vis-à-vis donc, des virus, puisque leur taille est souvent inférieure à 0,3 microns, et donc ils passent à travers ces filtres. Donc méfiance, c'est quand on vous dit je prends un filtre pour rendre stérile une solution, par exemple. Si dans cette solution il y a des virus, ça ne marchera pas. Il faut passer sur des nanofiltres, donc à l'échelle beaucoup plus petite, des pores beaucoup plus petits, pour pouvoir retenir les virus. Ce sont des procédés, par exemple, qui sont utilisés en transfusion sanguine. En transfusion sanguine, quand on veut se débarrasser des bactéries, on filtre, notamment le plasma humain qu'on utilise donc, pour soigner les gens.
Mais par contre, si on veut vraiment les débarrasser de tous les virus, il faut faire de la nanofiltration, donc des choses beaucoup plus petites. On est à l'échelle du nanomètre quand on parle de virus. Donc comme je vous l'ai dit, ces virus, ce sont des entités de toute petite taille. Ça signifie qu'ils peuvent être examinés uniquement en microscopie électronique. Petite particularité par rapport aussi aux bactéries ou aux parasites, leur matériel génétique, leur génome, peut être fait d'ADN ou d'ARN. C'est, on va dire, une particularité particulièrement embêtante, puisque ces virus à ARN notamment ont des capacités de diversité génétique et de mutation relativement importantes. Je vous l'ai dit, ils ne se multiplient que dans l'intérieur d'une cellule. Ça peut être n'importe quelle cellule par contre. Les virus peuvent se multiplier dans des cellules de plantes, des cellules humaines, dans des cellules animales. Ils peuvent également d'ailleurs infecter des bactéries. Un virus qui infecte une bactérie, ça s'appelle un bactériophage. On va en reparler un petit peu après. Ça peut être parfois intéressant d'ailleurs d'avoir un bactériophage. Vous savez qu'il y a des problèmes parfois de résistance aux antibiotiques et on commence à penser à utiliser des virus donc comme armes antibactériennes, des virus qui infectent des bactéries, qui provoquent leur lyse et permettent ainsi de se débarrasser d'une infection bactérienne. Donc, capacité à se multiplier dans de très nombreux types de cellules, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'un virus lambda peut se multiplier dans toutes les cellules. Le virus, par exemple, le coronavirus, pour ne parler que de lui en ce moment, il ne va pas infecter une plante, il ne va pas infecter un poisson. Il ne peut infecter a priori que les humains, les chauves-souris, peut-être le pangolin qui a servi d'hôte intermédiaire, mais il a une restriction d'hôte un peu particulière, dont on va reparler tout à l'heure, qui est souvent liée à sa capacité à reconnaître une cellule et à pouvoir s'y multiplier à l'intérieur. Cette capacité à reconnaître une cellule, c'est ce qu'on appelle le tropisme d'un virus. On va vous parler par exemple de virus hépatotropes. Ce sont des virus qui vont être capables d'infecter le foie, mais pas d'autres choses dans l'organisme. Ça signifie donc qu'il faut qu'il arrive au niveau du foie pour provoquer une infection. Alors quand ils sont dans une cellule, ce sont des organismes relativement simples en général, ces virus, et donc ils vont détourner complètement la machinerie cellulaire pour leur multiplication. Ils vont détourner tout ce qui est synthèse protéique. Pour ceux qui connaissent, tous les mécanismes des ribosomes qui permettent la synthèse des protéines. Un virus, il n'arrive pas avec des acides aminés, des ribosomes, il n'a pas tout ça. Il prend tout ça dans la cellule. Ça devient un problème parce que la cellule qui est infectée devient une véritable usine à virus. Elle va être complètement détournée, tout son métabolisme va être détourné pour la fabrication et la synthèse de nouveaux virions. Et le problème de tout ça, c'est qu'une cellule infectée, c'est une cellule qui ne sert plus à rien. Alors forcément, notre système immunitaire il va reconnaître ces cellules infectées par différents mécanismes que vous verrez certainement dans les cours d'immunologie. Et l'objectif du système immunitaire, ça va être de détruire ces cellules qui sont finalement devenues des usines à produire des virus et qui ne servent plus à rien à l'organisme. Donc parfois, ce n'est pas le virus lui-même qui est dangereux pour les cellules finalement, c'est le système immunitaire qui va voir se débarrasser de ces cellules infectées qui ne fait que produire des virus. Et parfois, donc, c'est la réponse immunitaire qui est plus délétère que le virus en lui-même. C'est le cas peut-être justement avec ce nouveau coronavirus qu'on a en ce moment comme problème. Ce nouveau coronavirus, chez certaines personnes, et notamment dans les atteintes sévères, et les personnes en surpoids, eh bien, on a un orage cytokinique. Cytokines, ce sont des protéines donc, produites par le système immunitaire qui finalement sont trop inflammatoires, trop pro-inflammatoires et donc sont délétères et sont donc souvent associés à ces formes sévères. Comme le système immunitaire il met quand même un peu de temps à reconnaître le virus et à se dire oula, il y a danger là, il faut que je fasse quelque chose, l'aggravation des symptômes chez les patients infectés par le nouveau coronavirus, c'est au moins 7 jours. Donc on dit souvent aux personnes, attention, au bout de 7 jours, vous pouvez avoir vraiment une aggravation des symptômes. C'est justement le temps que cette réponse immunitaire qui n'est pas forcément bénéfique
surviennent. Donc, tous les virus infectent des cellules, détournent complètement le mécanisme, le métabolisme des cellules pour leur multiplication. Alors en virologie, on a un terme un peu barbare, pardon. On ne parle pas de multiplication totalement, on parle de réplication. On dit un virus réplique dans telle cellule ou dans telle autre. D'un point de vue de sa structure, les virions sont relativement tous assez simples. Comme je vous l'ai dit, il faut un support génétique pour leur multiplication. Ça peut être de l'ADN ou de l'ARN. Il y a ensuite, autour du génome, ici représenté en rouge, une coque protéique très résistante qu'on appelle la capside. Alors en bactériologie, vous allez entendre parler de capsule. Ça n'existe pas en virologie. Chez nous, c'est de la capside. Donc cette coque protéique protège le génome viral de différentes agressions physiques. Et ensuite, on peut avoir chez certains virus, mais pas tous, une enveloppe autour donc, de la capside. Dans cette enveloppe, qui est de nature cellulaire, qui est souvent dérivée des membranes plasmiques ou des membranes nucléaires de la cellule, dans cette enveloppe s'enchassent également des protéines virales. Ces protéines virales d'enveloppe, ce sont elles qui vont permettre d'infecter, de reconnaître une cellule à infecter et donc de déterminer le tropisme du virus. Vous connaissez tous le virus HIV, vous savez qu'il infecte les lymphocytes TCD4. Ce virus HIV, c'est un virus enveloppé et les glycoprotéines d'enveloppe du virus HIV interagissent avec la molécule CD4 présente à la surface des lymphocytes T pour les reconnaître et ensuite pénétrer dans la cellule. Alors comme on aime bien dans le règne animal ou vivant en général classer les choses, il y a aussi une classification des virus en ordre, famille, sous-famille, genre, etc. Et cette classification, elle va être basée sur la structure du génome, ADN ou ARN, sur la nature de la capside et sur la présence ou non d'une enveloppe virale. Donc on a vu des virus qui sont soit des virus à ADN, soit des virus à ARN, avec là aussi des petites exceptions comme toujours dans le vivant, des virus qui ont parfois de l'ADN et de l'ARN. Vous savez que le virus HIV est un rétrovirus, donc un virus ARN, mais qui s'intègre dans l'ADN cellulaire pour pouvoir, donc qui s'intègre sous forme d'ADN pour pouvoir s'intégrer dans le génome viral. Il faut que certains prennent des photos, c'est bon, les diapositives je les ai données à votre responsable, donc vous les aurez. Donc virus à ADN ou à ARN, ou parfois les deux au moment du cycle réplicatif du virus. Génome qui peut être linéaire, circulaire, segmenté, c'est-à-dire un peu comme différents chromosomes comme on a dans les cellules humaines, ou seulement une molécule unique d'ARN ou d'ADN qui est capable de comporter tout le génome viral. De taille très variable. Ça va de 3000 bases, donc 3 kilobases, jusqu'à plus de 300 kilobases pour des virus qu'on vient d'identifier justement à Marseille, chez M. Raoult. Donc, en général, ces virus sont plutôt petits, le support génétique est quand même globalement petit. Vous avez le virus de l'hépatite B, qui est assez connu en santé humaine et qui pose beaucoup de problèmes, notamment dans les pays africains et asiatiques. On a un virus tout petit, seulement 3400 paires de bases, donc c'est très peu de protéines produites, et malgré tout, ça fait des infections chroniques persistantes dont les gens n'arrivent pas à se débarrasser. Des virus un peu plus gros que vous connaissez aussi, en général, une centaine de paires de bases, de kilobases, donc c'est les virus de la famille des herpès. Les herpès, vous savez, c'est ces virus notamment, vous avez au niveau de la bouche, et qui peuvent de temps en temps réactiver, refaire un petit bouton de fièvre au niveau buccal. Dans la même famille que les herpès, on a le virus de la varicelle et du zona. Alors ce génome viral, en général,
eh ben, il n'est pas très fidèle, hein, il y a beaucoup de mutations qui peuvent apparaître. Les mutations, que ce soit pour les virus ARN ou ADN, mais en général beaucoup plus fréquentes avec les virus à ARN. Les polymérases virales ARN dépendantes, c'est-à-dire ces enzymes qui sont capables de multiplier le génome viral quand il s'agit de faire de la réplication d'ARN, commettent beaucoup d'erreurs, beaucoup de mutations, de délétions, d'insertions, de recombinaisons qui vont générer beaucoup de diversité génétique. La seule exception, et on espère que c'est plutôt bénéfique, c'est justement les coronavirus. Ces coronavirus ont des génomes viraux relativement grands, 30 000 paires de bases pour les coronavirus. S'il y avait vraiment trop d'erreurs sur un génome si grand, on aurait finalement une production de virus complètement défectifs qui seraient plus capables d'avoir des protéines efficaces et des enzymes notamment efficaces. Il y aurait trop de mutations et serait délétère pour le virus. Donc c'est le seul virus ARN finalement qui est capable de réparer certaines erreurs, ce qui fait que ça génère moins de variants différents. Donc c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle pour ce coronavirus. On va pouvoir peut-être mettre au point un vaccin sans avoir à chercher en permanence à renouveler des vaccins efficaces contre toutes les différentes souches qui pourraient apparaître. C'est, on va dire, le bon point. Vous savez par exemple que des virus ARN très variables comme le virus HIV, le virus de l'hépatite C également, sont des virus pour lesquels on n'arrive pas à mettre au point de vaccin, en tous les cas pas de vaccin protecteur contre toutes les souches virales qui sont présentes à l'échelle de la planète. Donc le problème, c'est cette diversité génétique pour mettre au point des vaccins, pour pouvoir les éliminer et surtout éviter que les vaccins ne soient plus efficaces. Alors je vous ai dit, il existe plusieurs types de capsides, hein, donc cette coque protéique qui entoure le génome viral. Elle est généralement, cette coque protéique, la conséquence de la polymérisation de plusieurs protéines du virus, qu'on appelle donc des capsomères, hein, c'est pas grave si vous ne retenez pas ce terme. Et puis, on va avoir plusieurs structures différentes de capsides. Les symétries dites cubiques, en fait, parce que tout simplement, ça a cette structure-là, de nicosaèdre, pour les matheux d'entre vous, peut-être, si vous aimez ça. Donc, ces symétries cubiques de la capside de cette coque protéique sont en fait un icosaèdre. Il y a des symétries hélicoïdales, donc des choses qui vont s'entourer autour du génome viral pour former une hélice. Et puis, quand on ne sait pas trop les classer, on dit que c'est des symétries complexes. Comme ça, au moins, on est tranquille, on ne va pas inventer plusieurs noms différents. Certains virus ont également autour de la capside donc une enveloppe, pas tous. Cette enveloppe, elle est issue des membranes cellulaires. Elle est donc composée, comme toutes les membranes cellulaires, d'une structure glucido-lipido-protéique. Si je vous dis lipide, vous pensez corps gras. Donc ces virus enveloppés, l'enveloppe, c'est finalement une sorte de membrane un peu grasse. Et n'oubliez pas que les protéines virales qui s'enchâssent dans cette membrane, dans cette enveloppe, c'est ça qui permet de reconnaître la cellule cible. Donc si on élimine l'enveloppe du virus, le virus ne peut pas reconnaître sa cellule cible, il perd toute infectiosité. Comment est-ce que vous faites pour vous débarrasser quand vous avez du gras sur les mains? Prenez du savon, un peu d'eau chaude, pas trop, pas se brûler. Vous lavez bien les mains, vous éliminez les corps gras. Tous les virus enveloppés ils vont être fragiles et notamment fragiles à un bon lavage de mains. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. Les virus enveloppés, des choses relativement simples, des détergents comme le savon, vont pouvoir éliminer toute l'infectiosité de ces virus enveloppés. Virus HIV, virus de la grippe, coronavirus, virus de l'hépatite C, virus de l'hépatite B. Donc tous ces virus enveloppés sont finalement fragiles. En plus, c'est une structure qui contient aussi de l'eau. Donc ces virus enveloppés, souvent dès qu'il fait un peu trop chaud, ils se déshydratent très vite, comme nous d'ailleurs. Aujourd'hui il fait chaud. Donc on se déshydrate, on est moins bien, et c'est pareil, l'infectiosité des virus enveloppés quand il fait très chaud, elle est beaucoup moins prolongée dans le temps, il y a des phénomènes de dessiccation, et les virus donc seront déstructurés. Donc l'origine de l'enveloppe, c'est au moment de la multiplication dans la cellule, on va le voir sur des petits schémas. Donc à partir soit de l'enveloppe de la membrane nucléaire, de la membrane réticulo-endoplasmique,
de la membrane du Golgi, pour ceux qui sont fans de biocell, ou de la membrane plasmique. Donc, on acquiert cette enveloppe, il vole cette enveloppe, il y insère dedans ses protéines à lui, bien entendu, pour pouvoir reconnaître les cellules cibles qu'il veut infecter ensuite. Mais ça en fait finalement des virus fragiles. Alors, un des virus enveloppés bien connu, c'est le virus HIV également. Donc, vous avez ici l'enveloppe virale autour de la capside, qui est une capside complexe. Donc, ici, ou ici, on parle de capside en balle de fusil pour ce virus HIV. Vous avez des capsides hélicoïdales pour le virus, par exemple, de la rougeole, comme vous pouvez le voir ici en microscopie électronique. Bien entendu, le nouveau coronavirus. Coronavirus, ça vient du latin, c'est la virus en couronne, tout simplement parce qu'il a cette forme donc de couronne avec des diadèmes là qui sortent, je ne sais pas comment on appelle ça en bijouterie, mais donc cette protéine là qui émerge, qui est représentée ici en rouge, c'est la protéine spike. La protéine spike, c'est l'aiguille, c'est elle qui va reconnaître les cellules de l'épithélium respiratoire des personnes, une protéine humaine qui s'appelle la protéine ACE2. Et actuellement, tous les vaccins qu'on essaie de mettre en place essaient de faire produire une immunité dirigée contre cette protéine spike, contre cette protéine rouge qui émerge donc de l'enveloppe virale, pour essayer de faire en sorte que si les anticorps notamment se fixent sur cette protéine, le virus il ne pourra pas interagir avec la cellule cible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle essayer de faire fabriquer des anticorps neutralisants. C'est-à-dire des anticorps qui, en allant se fixer sur le virus, en reconnaissant les protéines qui sont à la surface du virus, les protéines virales, bien entendu, il ne faut pas que ça aille reconnaître un vaccin des protéines humaines, parce que sinon, on est un peu embêté, parce que ça va faire des problèmes pour la personne vaccinée. Eh bien, actuellement, quasiment toutes les stratégies qui sont utilisées par les différentes firmes pour lutter contre ce coronavirus, c'est essentiellement donc mettre en place une immunité contre les protéines d'enveloppe. Ensuite, il y a des virus nus, comme ici une famille de virus, une très grande famille de virus que tout le monde a déjà croisé. Ce sont les adénovirus. Les adénovirus sont des agents responsables d'angines. Tout le monde a déjà fait une angine virale. Il y avait très bonne chance que ce soit lié donc à un adénovirus. Ces adénovirus, ils n'ont pas d'enveloppe. Ce que vous voyez ici en microscopie électronique, c'est uniquement la capside icosaédrique, la capside cubique. Donc il y a cette structure-là, avec quelques protéines aussi qui émergent. Et ce sont donc directement les protéines de la capside qui, elles, vont reconnaître les cellules cibles. Autre exemple de virus que tout le monde a déjà croisé dans sa vie, c'est les virus des gastroentérites, les rotavirus. Rota, c'est la roue en latin, là, tout simplement parce qu'en microscopie électronique, ils ont cette forme un peu circulaire, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, cette fois-ci, c'est la protéine de capside qui va interagir avec la cellule. Le problème, c'est que la capside, c'est très résistant. C'est une coque protéique, et donc finalement, ça, c'est assez solide, et ça résiste beaucoup mieux aux antiseptiques et aux désinfectants. Ça résiste beaucoup mieux dans le milieu extérieur. Ça résiste très longtemps même, parfois dans le milieu extérieur. Vous savez très bien que les gastro-entérites, quand ça commence à arriver chez un gamin, vous êtes tranquille, parfois c'est toute la famille qui en un peu de temps va être finalement atteinte plus ou moins. Parce que c'est les virus qui restent dans l'environnement, qui vont contaminer les toilettes, parce que quand on a une gastro-entérite, on a tendance à aller un peu trop aux toilettes, qui vont contaminer les mains si on ne se lave pas de façon très importante les mains, parce que là on est sur un virus nu, qui n'a pas cette coque grasse, donc il va falloir bien se laver les mains pour vraiment éliminer tous ces virus nus. Donc si la maman qui fait la cuisine, ou le papa, après tout, c'est un peu cliché ça dire que c'est la maman qui fait le repas. Si le papa ou la maman fait la cuisine avec des mains sales, très vite il va y avoir de la transmission de rotavirus. Donc vous, en tant que futures infirmières, ça aussi, c'est un vrai problème. Ces virus des gastroentérites sont tous des virus nus, très résistants, donc dans les milieux extérieurs, très résistants sur les surfaces,
et très difficile de leur faire perdre leur infectiosité. Petite image schématique d'un virus qui infecte une bactérie, ces fameux bactériophages. Ils ont cette structure là avec une tête et une queue qui leur permet donc d'aller infecter et d'injecter leur génome qui est protégé par la capside en haut dans la bactérie pour ensuite se multiplier et lyser les bactéries. Donc ça, c'est ce genre de on va dire, virus peut être potentiellement intéressant pour pouvoir donc lutter contre des bactéries. Je vous l'ai dit, ces virus, dans leur résistance dans l'environnement, va beaucoup dépendre de leur structure. Les virus enveloppés sont peu résistants. Ils vont très vite être inactivés dans le milieu extérieur. Et donc, on aura essentiellement une transmission interhumaine. Une transmission, donc, via le contact humain, rarement par une transmission indirecte comme les virus nus, c'est-à-dire où là, la contamination peut avoir lieu par un aliment qui est souillé, que ce soit de l'eau ou que ce soit donc parfois de la viande ou des choses qui auront été préparées. Donc ça nécessite toujours ces virus enveloppés, un contact interhumain, que ce soit de muqueuse à muqueuse, que ce soit par les transmissions de gouttelettes de salive ou de gouttelettes donc de sécrétions oropharyngées, comme dans les infections respiratoires, grippe, coronavirus et autres virus respiratoires, parce que malheureusement il n'y a pas que cela. Eh bien, tous ces virus, donc, ça nécessite des contacts proches les uns des autres, d'où les gestes barrières pour ce coronavirus, la distanciation physique, pas sociale, j'aime pas ce terme de social, on peut continuer à se voir, mais il faut penser à garder ces espaces. A l'inverse, donc, les virus nus sont très résistants. Ça signifie que dans le milieu extérieur, ils vont garder une infectiosité pendant une période très prolongée, qui se compte en jours. Autant le virus HIV, le virus de la grippe, le coronavirus, on pense que l'infectiosité ne va pas dépasser sur une surface, ne va pas dépasser les 1 jour. Sur des virus comme les virus des gastro-entérites, un des virus les plus résistants aussi, c'est le virus de l'hépatite A. On peut avoir de l'eau contaminée par le virus de l'hépatite A qui reste infectieuse encore pendant plus de 1 mois. Donc on est vraiment sur des notions complètement différentes. Alors les virus enveloppés sont fragiles, les virus nus sont très résistants. En termes de diagnostic virologique, pour nous au laboratoire, comme on ne sait pas ce qu'on va trouver dans un prélèvement biologique d'un patient infecté, ça signifie qu'il faut que le virus se conserve relativement bien quand on veut rechercher ce virus. Donc, en général, on vous demandera de toujours le conserver à faible température. Ce n'est pas pour rien que les épidémies de grippe ont lieu essentiellement l'hiver. Ils n'aiment pas la dessiccation, ils n'aiment pas la chaleur, ces virus enveloppés. Donc, la grippe, c'est essentiellement l'hiver et on n'en a pas l'été. Alors ça continue à circuler quand même toute l'année parce que vous savez bien sûr que l'hémisphère sud a son hiver en juillet-août et nous, on a notre hiver donc en octobre, novembre, décembre ou février. Donc pour vous, souvenez-vous, si jamais vous avez un prélèvement à acheminer ou qui doit attendre avant acheminement dans le service, souvenez-vous qu'il vaut mieux mettre au frigo pour la virologie. Ça permet de conserver donc les virus. Alors je vous ai dit, la transmission, elle est souvent interhumaine, que ce soit avec les virus nus ou enveloppés, mais surtout pour les virus enveloppés. Et elle se fait donc via les sécrétions biologiques, et toutes les sécrétions biologiques peuvent être potentiellement la source de contamination. Alors bien sûr, les transmissions aériennes, c'est les gouttelettes de salive et tout ce qui est transmis quand on respire, quand on tousse, donc, et qu'on recrache en suspension dans l'air. Mais ça peut être également le lait maternel, quand on allaite son bébé, malheureusement, le virus HIV est présent dans le lait maternel et peut être transmis. C'est également aussi les transmissions sexuelles via les sécrétions génitales, le sperme, les sécrétions vaginales pour la femme, donc qui peuvent être la source également de certaines infections virales, à condition bien entendu que
le virus soit capable de se multiplier, par exemple au niveau génital. Le virus HIV, comme il infecte les lymphocytes CD4 et ces lymphocytes ils sont présents partout dans l'organisme, alors forcément ils peuvent être potentiellement excrétés dans plusieurs zones de l'organisme. Il peut y avoir également des transmissions interhumaines de la mère au fœtus. Ça, malheureusement, c'est les infections donc, qui surviennent au cours de la grossesse. Si le virus est capable de se multiplier au niveau du placenta, il va pouvoir gagner le sang du fœtus et pouvoir aller infecter le fœtus. Alors, on a connu il y a quelques années des infections très graves avec des malformations très importantes à la virus de la rubéole. Grâce à la vaccination, ce sont des choses qu'on voit moins, mais on a encore beaucoup d'infections virales responsables d'atteintes fétales, notamment le virus qui s'appelle le cytomégalovirus, le CMV, donc qui est encore un virus malheureusement trop souvent responsable d'atteintes fétales. Les Américains estiment qu'à peu près une naissance sur 100, il y a une contamination de l'enfant. Pour ce qui est des transmissions indirectes, je vous l'ai dit, ça peut être par de l'eau, qui peut être insuffisamment saine, ou des aliments qui sont souillés. C'est un problème, ces eaux usées qui ne sont pas suffisamment traitées dans certains pays en développement, quand on n'a pas des systèmes de stations d'épuration efficaces, ou quand parfois, même chez nous, eh bien, les stations d'épuration débordent parce qu'il y a eu des très gros orages, on se retrouve donc avec une absence d'assainissement des eaux usées et donc des virus qui peuvent totalement se retrouver dans l'environnement. On peut avoir aussi des transmissions interhumaines via des moustiques ou via des tiques. C'est ce qu'on appelle la famille, mais ce n'est pas vraiment une famille en soi parce qu'il y a beaucoup de virus différents qui peuvent être transmis par les moustiques ou par les tiques. Ce sont ce qu'on appelle les arbovirus. Tout ça, c'est en anglais, c'est Arthropod-Borne Infection. Donc arbovirus, transmission par les moustiques par contre, comme le virus de la dengue. Il y a en ce moment, dans les dom-toms, côté Guadeloupe, Martinique, une très grosse épidémie de dengue. Et tous ceux qui rentrent de la Martinique actuellement et qui ont de la fièvre, ils n'ont pas le coronavirus, mais ils ont une dengue. Donc ça, c'est les moustiques. Les tiques, on a moins de virus qui se transmettent par les tiques ici dans le sud de la France. Dans l'Est, ils ont une maladie qui s'appelle l'encéphalite à tique, comme son nom l'indique. C'est un virus qui provoque des atteintes du système nerveux central qui sont transmis par les tiques et qui posent des problèmes de diagnostic parce qu'on n'y pense pas beaucoup. C'est quand même pas très fréquent, mais on n'a pas de traitement pour ces encéphalites à tique. Autre problème qui va vous concerner en tant que soignant, c'est le matériel qui peut être également contaminé. Alors, on pense bien sûr aux virus qui sont présents dans le sang, qui peuvent être ensuite la source d'infection, soit de notre patient, soit de vous en tant que personnel soignant. Les principaux que l'on va rechercher, qu'on va craindre beaucoup, c'est le virus du sida, le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C. Ces virus présents dans le sang, ils peuvent souiller donc le matériel des personnels soignants, les aiguilles, les seringues, tout ce qui sert à suturer, tout ce qui va vous servir dans votre usage professionnel quotidien. Et surtout, donc, tout ce matériel-là peut être la source de contamination pour vous, mais également pour d'autres personnes. Donc, petit à petit, on a essayé d'éliminer tout ce qui était matériel, on va dire, récupérable. On passe sur du matériel à usage unique, et ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays du monde. Autre problématique avec le virus présent dans le sang, c'est bien entendu le don du sang. On essaie de, bien entendu, faire un screening des donneurs de sang pour éviter ces transmissions, mais on va en parler. Donc, comme les virus enveloppés sont des virus fragiles, la contamination, elle peut se faire donc par voie muqueuse, par voie materno-fétale, donc c'est-à-dire via l'infection du placenta, par voie sexuelle, par voie sanguine. C'est le cas aussi, par exemple, du virus herpès, le fameux virus qui provoque ces boutons de fièvre. Alors, si vous faites la bise à quelqu'un, mais maintenant c'est fini, vous avez oublié, pendant un an encore, on ne se fait plus de bise. Je ne veux plus vous voir faire la bise. Je sais bien que vous en mourrez d'envie, vous avez été confiné l'année précédente, mais en théorie, c'est fini pendant un an, les bises.
Moins ça évitera donc les infections par les virus herpès. Ces virus, donc herpès, ça peut être parfois responsable de formes très très graves chez les nourrissons. Des encéphalites, là aussi, des atteintes du système nerveux central, du nourrisson qui malheureusement est juste infecté par sa maman, qui lui a fait un bisou alors qu'elle avait un bouton de fièvre. Donc, il faut penser à ces contacts muqueux qui peuvent être gravissimes sur des personnes fragiles. Pour les virus non enveloppés, donc, ou les virus nus, pareil, transmission sexuelle, sanguine, par le contact des peaux et des muqueuses, et surtout une transmission entérale qui est possible, c'est-à-dire une transmission par l'ingestion. Autant le virus enveloppé ne résiste pas à l'acidité gastrique, à l'action détergente de nos acides biliaires, qui justement, ces sels biliaires sont là pour nous faire digérer les corps gras, eh bien les virus enveloppés, eux, ils résistent à l'acidité gastrique, les virus nus, ils résistent à l'acidité gastrique, ils résistent donc à l'action des sels biliaires, ils résistent très souvent aux protéases digestives. On a bien entendu des protéases qui sont des enzymes qui dégradent les protéines et qui devraient, si tout était merveilleux, dégrader la capside virale, cette coque protéique, mais ce n'est pas suffisant souvent. Et donc on a une transmission entérale par le tube digestif qui est possible, que ce soit le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite E, d'autres virus qui s'appellent les entérovirus, et ce n'est pas pour hasard, c'est parce qu'ils se multiplient dans l'intestin, dans les entérocytes, qu'on les appelle donc ces entérovirus. Et puis tous les virus, comme je vous ai dit, toutes les familles de virus, tels que les rotavirus, qui vont provoquer donc des gastro-entérites. Donc souvent ces virus-là d'ailleurs se multiplient effectivement au niveau des entérocytes, donc les cellules épithéliales de l'intestin, pour ensuite gagner le sang et après peut-être infecter d'autres organes. L'exemple des entérovirus est le plus frappant. C'est un virus qui infecte les entérocytes, mais finalement ne fait pas trop de dégâts à ce niveau-là. Au contraire, les entérovirus sont très souvent responsables de méningite. C'est quelque chose, quand vous ferez peut-être des stages en pédiatrie, si vous allez en pédiatrie, vous verrez beaucoup de méningite à entérovirus. Alors, heureusement, c'est des virus, en général, on guérit spontanément et n'ont pas un pronostic vital aussi grave que les méningites bactériennes, mais ça reste quelque chose de très fréquent en pédiatrie. D'ailleurs, c'est là où on voit l'utilité des gestes barrières, puisque cet été, on n'a quasiment pas eu d'entérovirus en pédiatrie. On a vu baisser complètement le nombre de méningites virales cet été, puisque les gens ont fait attention, se sont plus lavé les mains, peut-être moins sortis aussi, et donc on a eu beaucoup moins de transmission d'entérovirus. Tout ça, ça a fait bien sûr réfléchir nos grands experts, qui ont dit c'est bien, si on maintient les gestes barrières, on va peut-être s'éviter pour cet hiver la grippe et toutes les infections respiratoires. Et si en plus on vaccine tout le monde, quand les gens seront malades, peut-être qu'il ne restera plus que, quand je dis malade avec des signes respiratoires, peut-être qu'il ne restera plus à éliminer que le coronavirus. Donc le message de cette année, c'est effectivement des gestes barrières, vaccination contre la grippe pour cet hiver. Ça permettra de peut-être n'avoir plus qu'en circulation un petit nombre de coronavirus. On espère un petit nombre. On va reparler de cette transmission sanguine. Vous savez que bien entendu les transfusions sanguines sauvent des vies, elles sont nécessaires et elles sont très utilisées dans le cadre du soin. Ce sont des transfusions de plaquettes, de globules rouges, de plasma total ou certains sous-produits du plasma pour des gens qui auraient besoin d'un des constituants du plasma. Ça peut être également utilisé, on va en reparler, pour récupérer dans le plasma des gens des anticorps neutralisants pour aller soigner des gens qui n'en ont pas. C'est une stratégie qui est utilisée actuellement et qui est en tous les cas à l'étude actuellement pour le coronavirus. L'utilisation de plasma de personnes guéries de ce coronavirus, ce qu'on appelle les plasmas de personnes convalescentes, pour traiter des personnes donc qui, elles, sont infectées, ont des formes sévères de coronavirus. Mais bien entendu, il faut éviter, en utilisant ces plasmas ou ces globules rouges ou ces plaquettes, de contaminer quelqu'un avec un virus. Alors on surveille énormément les virus HIV, hépatite B, hépatite C,
Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'autres virus qui se retrouvent dans le sang et qui peuvent être la source de transmission via ces transfusions. Il y a l'hépatite E, c'est un virus qui infecte le foie comme son nom l'indique. Pour le moment, en France, on ne fait pas de screening pour le virus d'hépatite E. On a encore beaucoup de transmission transfusionnelle par ce virus. Heureusement, ce n'est pas un virus trop méchant, ce virus d'hépatite E, mais ça peut être embêtant chez les personnes immunodéprimées qui font des infections chroniques par le virus d'hépatite E et peuvent avoir, au bout de quelques mois ou de quelques années, une cirrhose du foie liée à l'hépatite E. Donc, ce qu'on fait en France maintenant, c'est qu'au moins, on teste quelques donneurs de patients pour savoir s'ils ont, au niveau du plasma qui donne le virus d'hépatite E, et tout ce pool de plasma qui a été screené pour le virus d'hépatite E, on le réserve aux personnes immunodéprimées. Donc ça peut être une stratégie, si on ne peut pas tester tout le monde, au moins, on va dire, tester une partie des dons de sang, et ensuite donc le réserver aux personnes les plus fragiles. Bien entendu, on va essayer de sélectionner les donneurs pour éviter ces contaminations par les virus, dire les plus graves, HIV, hépatite B, hépatite C. Donc vous savez qu'il y a un questionnaire si vous avez donné votre sang, qui va vous interroger sur vos pratiques à risque potentiel de contamination, soit sur le plan sexuel, sur le plan de la toxicomanie, sur le plan donc également de tatouages, qui peuvent être aussi une source de contamination par les virus présents dans le sang. On va faire du dépistage des anticorps. On va en parler, mais effectivement, un moyen de savoir si quelqu'un est infecté, pour faire un diagnostic d'infection, c'est de rechercher s'il a des anticorps dirigés contre ce virus. C'est aussi fait, bien sûr, en parasitologie ou en bactériologie. Donc on va tester les anticorps. Mais on va aussi rechercher le virus lui-même, à savoir donc détecter l'ARN ou l'ADN viral dans les dons, c'est-à-dire au niveau du sang des donneurs de sang. Pour se débarrasser d'un virus tel que le cytomégalovirus, qui, je vous ai dit, est quand même très embêtant, notamment chez une femme enceinte, puisque ça peut provoquer des atteintes fétales, eh bien on sait que ce virus il est présent dans les globules blancs, donc on élimine les globules blancs. En plus, c'est rarement ça que l'on fait, qu'on administre pour aider les gens. En général, ils ont besoin de globules rouges, ou alors ils ont besoin donc de plaquettes pour éviter de saigner. Donc on fait de la déleucocytation pour éliminer ces virus. Très souvent aussi sur des produits sanguins qui peuvent bien entendu le supporter, pas trop les globules rouges, mais le plasma oui, on va chauffer. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on fait nous actuellement au laboratoire. On reçoit actuellement 2000 échantillons biologiques de gens pour voir s'il faut une infection par le coronavirus. On ne peut pas s'habiller de pied en cap et se protéger en permanence quand on manipule 2000 échantillons tous les jours. Donc tous les prélèvements, on les chauffe. Pour inactiver le coronavirus, eh bien, on le met à 56 degrés pendant 30 minutes. Donc ce chauffage sur un virus enveloppé, ça inactive le virus. Par contre, sur un virus nu, un virus qui n'a pas d'enveloppe, eh bien, il faut atteindre des températures beaucoup plus importantes. Les virus, par exemple, de l'hépatite E, dont je vous parlais, c'est au moins 70 degrés pendant au moins 5 minutes. C'est long, 70 degrés 5 minutes. Des globules rouges, c'est fini. Vous avez juste une bouillie infâme. Il ne reste plus de globules rouges à administrer ensuite en transfusion. Donc le chauffage peut être efficace pour les virus enveloppés, mais ne pourra pas être utilisé en transfusion sanguine, donc pour les virus nus, et pour éliminer ces virus nus. Autre problématique qui peut malheureusement vous concerner en tant que personnel soignant, c'est vous qui vous pouvez vous blesser avec quelqu'un, un patient que vous êtes en train de soigner. Ce qu'on appelle les accidents d'exposition au sang, les AES. Et bien entendu, ces AES, ils surviennent quand on n'est pas expérimenté, quand on est parfois trop pressé, ou quand, par exemple, on manque de formation sur les gestes sanitaires. Tout ça qu'on va bien entendu vous apprendre tout au long de vos 3 ans d'études et au moment de vos stages. Malgré tout, ça arrive, le faux mouvement, les tourderies, on veut aller vite. Et donc parfois, ça pourra vous arriver, j'espère pas trop. Sachez qu'il faut tester dans ce cas-là la personne, ou on va dire si possible,
la personne pour laquelle, donc, avec laquelle vous vous êtes blessé. Si c'est avec une piqûre au moment d'une piqûre ou d'une prise de sang, eh bien vous lui parlez, vous lui dites je me suis blessé avec vous, j'ai besoin de savoir si vous êtes infecté par le virus HIV, hépatite B ou hépatite C, et donc il faut l'informer. Et ensuite, on fait nous au laboratoire très rapidement les sérologies. On va faire du dépistage très rapide pour savoir si ces personnes sont infectieuses pour vous qui venez de vous blesser donc avec du sang ou avec certains liquides biologiques de patients. Donc j'insiste sur ces procédures d'AES parce que malheureusement ce n'est pas toujours bien fait. Il faut que vous nous informiez, que vous nous disiez attention, j'ai eu un AES, il faut tester tel patient très vite. Et nous on le fait passer en urgence et 4 heures après on va vous rendre le résultat. Parce que si malheureusement vous vous blessez avec quelqu'un infecté par le virus HIV, eh bien il y a des traitements à prendre immédiatement pour éviter la contamination. C'est ce qu'on appelle des traitements post-exposition, après une exposition. Donc n'hésitez pas à nous appeler au laboratoire, si au cours de vos stages ou au cours de votre exercice professionnel vous vous blessez avec quelqu'un, on fera les sérologies en urgence de la personne pour pouvoir savoir donc s'il y a un risque. Alors le risque il dépend aussi de la quantité de virus qu'il y a dans le sang de la personne. Quelqu'un qui n'est pas traité avec le virus du sida contient en général 10 000 particules virales par millilitre de sang. Ça peut paraître pas beaucoup, ou beaucoup, je ne sais pas. Pour l'hépatite C, on est plutôt de l'ordre de 100 000 particules de virales par millilitre de sang. Et pour l'hépatite B, on est à 1, 10, 100 millions de particules virales par millilitre de sang. Donc le risque de s'infecter avec quelqu'un qui ne serait pas traité pour ces infections virales est de 0,3% pour le virus HIV, 3% pour le virus de l'hépatite C, 30% pour le virus de l'hépatite B. 30% ça commence à être beaucoup, une chance sur 3. Heureusement, l'hépatite B, vous le savez, il y a un vaccin et vous, en tant que personnel soignant, vous devez être vacciné. Il faut vraiment se vacciner, je vous l'ai dit. Le risque de contamination avec ce virus de l'hépatite B, si on se blesse avec quelqu'un, il est très élevé, une chance sur 3 ou un risque sur 3, parce que les charges virales, les quantités de virus dans le sang de quelqu'un qui n'est pas traité sont très élevées. Alors bien entendu, en France, on a de la chance, on a des traitements pour ces virus-là, même si c'est des traitements qui ne sont pas toujours curatifs, dans le sens où ils guérissent totalement, mais au moins ils permettent une sorte de rémission, de faire en sorte que le patient soit indétectable au niveau sanguin, on ne détecte plus de virus dans le sang, et là forcément le risque est beaucoup plus faible. Il y a des choses qui ne sont pas claires là-haut? Vous avez des questions? Alors la quantité, environ 10 000 copies de virus, 10 000 virus pour le virus HIV par millilitre de sang. Conséquence, le risque d'être contaminé au moment d'une blessure pour un soignant, c'est 0,3%. Hépatite C, on augmente d'un facteur 10 tout. On est plutôt à 100 000 virus par millilitre de sang et donc 3% de chance ou de risque d'être contaminé pour le soignant. Hépatite B, 100 millions de virus par millilitre de sang, donc 30% de risque pour le soignant d'être blessé sur une blessure, d'être contaminé sur une blessure. D'où l'intérêt, comme je vous ai dit, comme on a un vaccin pour l'hépatite B, de vous faire vacciner. Alors notre secteur où malheureusement il y a eu pas mal de contamination, qui a beaucoup souffert justement de contamination interpatient ou contamination du personnel, c'est la dialyse. Vous savez qu'en dialyse, on va faire une purification du sang des patients, donc on les perfuse beaucoup avec des trocars qui sont de taille assez importante. Donc c'est très hémorragique comme secteur. Et maintenant on a pris des procédures. Les patients qui sont infectés par ces virus-là, on les réserve dans des secteurs à part, avec des machines à part, même si ce n'est pas les machines qui sont la source de contamination. Mais au lieu de mettre une infirmière pour 10 patients, on va mettre une infirmière pour 4 patients. Qu'elle ait le temps, qu'elle puisse être tranquille et pas faire justement de gestes trop rapides. Donc les conditions de travail font qu'on évite aussi les accidents pour le personnel soignant.
Vous avez ici quelques exemples de transmissions possibles selon les virus. Les transmissions oculaires, ça existe. Déjà pour des virus qui peuvent infecter la cornée ou l'œil. Donc le virus herpès, ou le virus à varicelle et du zona, le VZV. Ces virus-là font des kératites qui peuvent être assez graves, qu'il faut traiter assez rapidement. Mais d'autres possibilités, c'est le virus à rougeole, des adénovirus, qui, comme je l'ai dit, font des angines, mais peuvent faire également donc, des conjonctivites. La voie aérienne, alors tous les virus respiratoires, j'aurais pu mettre bien entendu le coronavirus, mais le meilleur exemple, le plus connu, c'est la grippe. Si vous passez en pédiatrie, vous verrez que chez les nourrissons, un virus qui est énormément craint, c'est le virus respiratoire syncytial. Ce virus est responsable de bronchiolites très sévères chez les nourrissons, qui peuvent provoquer des apnées et donc des arrêts respiratoires chez les petits nourrissons. Donc ça fait partie de ces virus que tous les vers on traque et qu'on espère là aussi avoir moins cet hiver si les gestes barrières sont maintenus, parce que par contre, il n'y a pas de vaccin pour ce VRS. La voie, on va dire, buccale, les herpès, beaucoup de virus, le virus à mononucléose infectieuse, le virus Epstein-Barr, la maladie du baiser, c'est lui. Les virus par voie entérique aussi, comme hépatite A, rotavirus, hépatite E. La voie sanguine, on en a parlé déjà. La voie sexuelle, herpès à nouveau, cutanéo-muqueux, donc peut être également responsable d'éruption au niveau génital. Hépatite B, HIV par voie sexuelle, ça vous connaissez, mais également donc les papillomavirus. Là, ce sont des virus nus, résistants, très résistants, donc assez problématiques en termes de transmission sexuelle. Et puis sur des voies cutanées, après effraction cutanée, donc bien entendu, il y a nécessairement tout ce qui peut être souillé par du sang, mais également le virus de la rage. Alors la rage, on n'en a plus en France, mais c'est encore quelque chose qui sévit dans le monde, notamment beaucoup en Asie. Donc la rage, il faut y penser, il faut faire attention à ne pas se faire mordre par des animaux sauvages, même lécher les mains par des animaux sauvages ou des animaux dont on n'est pas sûr, parce que parfois il y a des chiens errants, il y a des chats errants, il ne faut pas s'en approcher dans ces pays-là, parce qu'il y a de la rage beaucoup dans ces pays-là. Et la rage, c'est une maladie qui est toujours mortelle. Si on ne vous traite pas pendant la phase d'incubation, si on n'arrive pas à vous immuniser pendant la phase d'incubation, le virus gagne le système nerveux central, provoque une encéphalite et personne n'a jamais guéri d'une encéphalite liée au virus de la rage. Oui ? Oui, il faut qu'il y ait une effraction cutanée. Alors vous pouvez avoir une petite plaie et l'animal vous lèche et si dans sa salive il a le virus de la rage, il va pouvoir vous contaminer. Après, il peut y avoir bien entendu la morsure du chien, du chat, du singe, parce que parfois c'est aussi ça qui peut être la source de contamination. Donc en général, c'est après une effraction cutanée. Voilà pour les transmissions. Maintenant, le virus, il se multiplie. Je vous ai dit, tous les virus, pour se multiplier, ils ont besoin de pénétrer dans une cellule. Ils ne peuvent pas se multiplier en dehors d'une cellule. Pour ça, ils ont besoin de reconnaître et de s'attacher à cette cellule via un récepteur cellulaire qui va être reconnu soit par les protéines virales d'enveloppe, soit par la protéine de capside pour les virus qui n'ont pas d'enveloppe, pour les virus nus. Après cette étape d'attachement et de reconnaissance finalement de la cellule, j'ai perdu la souris, le virus met en place différents mécanismes pour rentrer dans la cellule. Ça peut être très varié, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Le génome doit pouvoir se multiplier, donc il faut qu'il se sépare de cette coque protéique qui l'entoure, ce qu'on appelle l'étape de décapsidation. Il va y avoir donc synthèse d'une grande quantité de génomes viraux, ARN ou ADN, qui peut avoir lieu dans le cytoplasme de la cellule ou qui peut avoir lieu donc dans le noyau de la cellule selon les différents virus. Il a besoin également de synthétiser ses propres protéines, que ce soit donc les protéines de capside, les protéines donc de la structure de l'enveloppe, que des protéines qui parfois vont servir de leurre au système immunitaire. Parce que finalement, on a quand même un système immunitaire très efficace qui souvent reconnaît bien les virus et tous ses constituants. Donc il faut parfois pour le virus
produire des protéines donc, qui vont servir de leurre, qui vont contrer la réponse immunitaire. Tout ça est produit en grande quantité dans la cellule. Et puis il y a une étape dite d'assemblage, où tout simplement les protéines capsides se polymérisent naturellement autour du génome viral et vont ensuite chercher à ressortir de la cellule pour pouvoir infecter d'autres cellules. Cette sortie de la cellule peut se faire par deux mécanismes, soit directement par la lyse cellulaire, donc par la destruction de la cellule, soit uniquement par bourgeonnement, c'est-à-dire qu'elle va capter les membranes, c'est en général ça des virus enveloppés qui font ça, cette étape de bourgeonnement. Et donc le virus sort en prenant la membrane plasmique, et donc le virus ne tue pas la cellule. À l'inverse, donc les virus qui provoquent une lyse. Alors la lyse de la cellule souvent provoque une réaction immunitaire inflammatoire qui va provoquer ce qu'on appelle souvent la fièvre, notamment la réponse interféron ou pro-inflammatoire à base d'IL-1 ou de différentes cytokines. C'est ça qui provoque la fièvre, les courbatures par exemple dans la grippe. C'est cette réponse pro-inflammatoire à la lyse des cellules. C'est ce qui se passe aussi malheureusement avec le coronavirus. Quand les cellules épithéliales respiratoires, et là on n'est plus comme dans la grippe avec une infection respiratoire haute, mais souvent une pneumopathie basse, eh bien on a une lyse de l'épithélium respiratoire au niveau des bronches, des bronchioles, et ça provoque des difficultés respiratoires, des difficultés d'échange gazeux, et notamment d'oxygène au niveau des bronches, d'où les atteintes sévères et les problèmes donc dyspnée et de respiration des personnes infectées. Donc deux mécanismes potentiellement, soit le virus il sort en détruisant la cellule, soit il sort en bourgeonnant seulement. C'est le cas par exemple du virus HIV, il ne détruit pas la cellule, pas toujours disons, ou le virus par exemple de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Ces deux virus, les atteintes hépatiques que l'on a, ce n'est pas le virus lui-même qui les fait, c'est le système immunitaire en allant détruire très régulièrement toutes ces cellules infectées qui va provoquer de l'inflammation au niveau du foie, de la fibrose et qui conduit au bout de plusieurs années d'infection à la cirrhose, donc des personnes infectées chroniquement par ces virus des hépatites. Donc on peut avoir plusieurs types d'infections. Des infections dites aiguës, le virus rentre chez un hôte, il se multiplie, le système immunitaire se met en place et se débarrasse totalement du virus en quelques jours ou quelques mois selon qu'on réponde bien à l'infection. Donc une infection aiguë et après c'est fini, on s'est débarrassé totalement du virus. On peut avoir des infections latentes, c'est le cas par exemple des herpès virus, que ce soit l'herpès simplex, HSV, ou bien le cytomégalovirus dont je vous ai parlé pour les grossesses, ou le virus de la varicelle et du zona également. Après une infection aiguë, on a l'impression qu'on est guéri, mais en fait le virus il persiste latent dans l'organisme. Il ne se multiplie pas, on ne le détectera jamais. Mais par contre, si sur une période de fatigue, une période peut-être parfois de soleil pour l'herpès simplex, eh bien le virus se remet à se multiplier, à produire ses protéines virales et à provoquer des lésions. Ce sont les réactivations. Donc ça c'est connu pour l'herpès simplex. Il y a des gens qui ont malheureusement régulièrement un bouton de fièvre qui réapparaît au coin de la lèvre. C'est connu également pour le virus de la varicelle et du zona. Au moment de la primo-infection, vous faites une éruption généralisée, une éruption vésiculeuse. Et parfois, vous avez des réactivations à type de zona, où là, c'est le virus qui va suivre le trajet d'un nerf. Il va provoquer donc une éruption vésiculeuse le long de ce trajet d'un nerf. Donc, ça peut être au niveau intercostal, ça peut être sur le nerf oculaire, ça va faire des zonas oculaires qui sont très douloureux et très handicapants parce que ça fait une atteinte de la cornée importante. Donc c'est des choses qui sont parfois très embêtantes. Et puis il peut y avoir des infections chroniques. Là, le virus se multiplie en permanence, échappe finalement en permanence au système immunitaire. Le système immunitaire essaie de le contrôler, mais il n'y arrive pas totalement. C'est le cas malheureusement du virus du sida. Et donc, ce n'est que souvent à la fin, au stade ultime de l'infection, alors dans le virus du sida, quand il n'y a plus de lymphocytes CD4 que les patients décédés de maladies opportunistes, ou pour le cas par exemple du virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C,
comme je vous l'ai dit, à force de faire des dommages hépatiques, le système immunitaire provoque de la fibrose et une cirrhose. Et la cirrhose, ça provoque une insuffisance hépatocellulaire qui est bien entendu mortelle si on ne fait pas de transplantation hépatique. Donc ces infections chroniques, on les voit essentiellement chez des immunodéprimés, des personnes qui n'ont pas un système immunitaire compétent pour éliminer les virus, ou alors si le virus est capable en lui-même, comme le virus du sida, d'échapper au système immunitaire en permanence. Souvent, d'ailleurs, parce qu'il mute, parce qu'il échappe à la réponse notamment des anticorps neutralisants. Il fait en sorte de toujours avoir des protéines un peu différentes, c'est la synthèse des anticorps qui est faite. Alors ces virus, on va voir quelques notions un peu épidémiaux, de réservoirs de transmission, enfin les transmissions que j'avais mis avant. J'ai un peu changé l'ordre par rapport à l'an dernier, et des modalités, de quelques notions d'épidémiaux. Notamment le réservoir. C'est vrai que ces virus, ils sont présents certes parfois dans l'environnement, mais quand même ils ne se multiplient pas dans l'environnement. Donc le réservoir, c'est souvent les individus malades ou les individus porteurs asymptomatiques. Vous avez beaucoup entendu parler avec le coronavirus, ces porteurs asymptomatiques. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais ils transmettent moins efficacement le virus probablement, pas parce qu'ils ont moins de virus au niveau oropharyngé pour le coronavirus, ce qu'on pourrait considérer comme des charges virales, elles sont strictement identiques chez les asymptomatiques et chez les symptomatiques, mais comme ils ne touchent pas, finalement ils transmettent moins. Donc il faut être vigilant avec les asymptomatiques, ils ont quand même des quantités de virus au niveau oropharyngé assez importantes. Donc les porteurs malades ou asymptomatiques excrètent du virus par différentes voies aériennes, fécales pour les gastro-entérites, orales, sexuelles. Et donc, s'il n'y a qu'un réservoir humain, on peut se dire qu'on pourrait arriver à se débarrasser de ces virus si tout le monde était immunisé et avait une immunité protectrice vis-à-vis de ces virus. On espère ainsi avoir une éradication de ces virus. C'est arrivé pour le moment une seule fois. On avait un virus qui s'appelait la variole. La variole était responsable d'éruptions cutanées. Alors dans les siècles précédents, la mortalité était assez élevée pour cette variole, c'était de l'ordre de 20%. Peut-être qu'avec l'évolution de la médecine, la mortalité ne serait pas aussi élevée, mais bon, quoi qu'il en soit, on a éradiqué totalement de la planète le virus de la variole, puisque petit à petit, on a réussi à vacciner l'ensemble de la population humaine. On est en train également d'éradiquer quasiment totalement les virus de la poliomyélite, grâce là aussi à la vaccination. Vous savez que dans les vaccins que vous faites, puisque maintenant en plus ils sont obligatoires chez tous les nourrissons, il y a le DT polio. Polio pour les virus de la poliomyélite qui infectent donc la moelle épinière et vont être responsables donc d'une atteinte de la moelle épinière. Il ne reste plus que 2 foyers dans le monde de poliomyélite, qui sont l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont des pays en guerre où on a un peu de mal encore à aller faire de la vaccination à distance. Donc, on a presque réussi à éradiquer ces virus de la planète. L'autre objectif de l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'on ne fait pas tout ça tout seul dans notre coin, c'est la rougeole. Mais la rougeole, déjà en France, on a beaucoup de mal, déjà à convaincre les gens de l'utilité des vaccins. Donc on est loin encore de pouvoir éradiquer la rougeole. Autre problématique, c'est quand il y a un réservoir animal. Des virus qui sont capables d'infecter à la fois l'homme et l'animal. Ça veut dire qu'il faut donc vacciner et protéger à la fois tous les humains. Et vous voyez qu'on a du mal, puisque pour le moment on n'y est arrivé que pour une seule infection virale. Mais en plus, il faudrait vacciner tout le réservoir animal, des singes, des chiens, des renards, par exemple, pour la rage. On est arrivé en France à se débarrasser de la faune sauvage, quand même, tous les virus de la rage, en vaccinant la faune sauvage, en mettant des appâts alimentaires qui contenaient le vaccin contre la rage. Par contre, on a parfois des cas importés de rage quand il y a des importations d'animaux qui ne sont pas contrôlés. Par contre, bien entendu, la rage sévit encore, comme j'ai dit, dans beaucoup de pays. La grippe, c'est le même problème. Ce virus de la grippe, il infecte les humains, mais également les porcs, mais également les oiseaux aquatiques, les chevaux, les furets,
Donc, oui, le réservoir animal est considérable, donc on est loin de pouvoir éradiquer ce virus de la grippe. D'un point de vue épidémiologique, on parle d'épidémie lorsque ce sont des cas groupés dans le temps, de pandémie quand cette épidémie c'est des cas groupés dans le temps mais qui touchent toute la planète. Donc là on a tristement l'exemple du coronavirus. Le virus endémique quand il circule de façon permanente au cours du temps dans une population, ou de cas sporadiques quand ce sont des infections ponctuelles, isolées dans le temps et dans l'espace. Donc vous entendrez souvent parler de pandémie, alors maintenant c'est malheureusement tristement à la mode, donc c'est des notions peut-être qui vous sont moins étrangères. Alors comment éliminer ces virus? Je suis allée trop vite? Vous allez avoir la diapo. Voilà. Alors comment se débarrasser de ces virus? C'est quand même important, même si on va voir que les virus peuvent être nos amis. Je vous ai déjà parlé des bactériophages pour lutter contre les infections bactériennes, on va parler d'autres exemples. Là, on a quand même dans notre arsenal thérapeutique des antiviraux, mais ils ne sont que virostatiques. Ça signifie qu'ils ne sont actifs que sur des virus qui se multiplient. Ils sont totalement inactif sur un virus qui persiste latent, caché dans une cellule. Par exemple, l'herpès simplex, on utilise un antiviral qui est très connu, qui est l'acyclovir, et qui va être actif au moment où le virus se multiplie, au moment où il provoque ce bouton de fièvre, cette éruption vésiculeuse. Mais par contre, quand il est caché, quand il reste latent, et c'est au niveau de ganglions sensitifs qu'il persiste, là, l'acyclovir est totalement inactif. Pareil pour le virus HIV, on arrive à bloquer toute la réplication et la multiplication du virus du sida avec les antirétroviraux. Malheureusement, le virus latent, intégré dans le génome des lymphocytes infectés, là, on n'arrive pas à le cibler, on n'arrive pas à le détruire, et donc les patients sont obligés de prendre leur traitement à vie. Sinon, le virus peut, à partir de ces lymphocytes infectés, à nouveau se mettre à répliquer. Alors l'avantage de donner des antiviraux, bien entendu, c'est de diminuer la contagiosité et l'excrétion virale de chaque personne, mais forcément, s'ils sont indétectables, notamment dans le cas du sida, si on arrive à faire en sorte qu'il n'y a plus de multiplication, qu'il n'y a plus de virus détectable dans le sang, pareil souvent au niveau des sécrétions vaginales, ces personnes-là sont moins infectieuses pour leur partenaire sexuel ou pour leur entourage. Ces antiviraux, je vous ai dit, on peut les utiliser également après une exposition à un virus. Pour le HIV, pour vous, personnel soignant, on peut vous traiter pendant un mois avec des antirétroviraux si vous êtes blessé avec quelqu'un infecté par le virus HIV, ou parfois avec une aiguille qui est dans un conteneur et dont il est impossible de savoir si le patient qui avait été prélevé avec cette aiguille était contaminé ou pas par le virus du sida. Donc c'est ce qu'on appelle un traitement post-exposition. Puis pour le virus du sida, on donne maintenant même des traitements pré-exposition. On a des populations qui prennent énormément de risques, qui ne veulent plus mettre de préservatifs, et donc on préfère leur donner des traitements anti-HIV avant qu'ils se contaminent, et donc ils prennent un traitement avant d'avoir des rapports sexuels avec un inconnu. Donc c'est ce qu'on appelle les traitements pré-exposition. Bien entendu, ces traitements antiviraux sont avant tout utilisés à visée curative pour éviter, donc, pour guérir une infection aiguë ou chronique chez quelqu'un. Alors, quelle va être la cible de ces antiviraux? Majoritairement, on va cibler l'étape de réplication du génome viral. On a beaucoup de molécules qui s'apparentent aux analogues nucléosidiques, donc qui bloquent les polymérases virales, qui vont bloquer donc la synthèse de nouveaux ARN ou ADN viraux.
problème, c'est que nous aussi, on est des organismes à ADN. Et nous aussi, on a des polymérases. Donc il faut arriver à fabriquer des médicaments qui inhibent les polymérases des virus, mais pas les polymérases humaines, sinon ils deviendraient toxiques. Et ils auraient des effets secondaires. Ce n'est pas toujours facile à mettre au point. C'est pour ça qu'actuellement, on connaît bien la nouvelle polymérase du coronavirus, mais on n'arrive pas à mettre au point, ou en tous les cas dans l'arsenal thérapeutique qu'on avait déjà, on n'a aucune molécule qui soit active sur cette polymérase-là, sans être toxique, bien entendu, pour l'humain. Donc, l'immense majorité des molécules dont on dispose pour les virus sont des inhibiteurs de la multiplication du génome viral. On en a quelques-unes, notamment dans le cas de l'infection HIV, qui sont actifs sur l'étape d'attachement, de la reconnaissance de la molécule CD4, également sur la protéase virale responsable de l'assemblage du virus HIV, et également sur l'étape de libération. Ça, c'est pour le virus de la grippe. On a des imiteurs de la neuraminidase. Pas grave si vous ne retenez pas le nom. Ces imiteurs de la grippe, ils ciblent l'étape de libération. Au moment où le virus cherche à sortir de la cellule, il a besoin d'une de ces enzymes qui s'appelle la neuraminidase. Et on a ce fameux Tamiflu, que vous pouvez peut-être avoir entendu parler pour la grippe, qui est utilisé pour bloquer cette étape-là. Je vous l'ai dit également, ce qu'il est intéressant d'avoir, c'est des anticorps neutralisants, grâce souvent donc à la vaccination, mais parfois en utilisant le plasma de sujets convalescents qui contiennent des anticorps. Et bien souvent, ils vont bloquer l'étape d'attachement, l'étape de reconnaissance entre les protéines virales et les protéines cellulaires. À vous, en tant que personnel soignant, il est important de gérer le risque que vous pouvez avoir à rencontrer pour vous, mais également pour d'autres personnes qui peuvent être hospitalisées dans le service. Ça signifie faire du dépistage. Exemple actuellement, on ne met pas en chambre double 2 personnes atteintes du coronavirus. Et comme il y a des asymptomatiques, on ne peut mettre en chambre double que des gens qui ont une PCR négative au moment où ils rentrent à l'hôpital. Bien entendu, pour se protéger, on a intérêt à vacciner quand on a bien entendu un vaccin. On peut utiliser des traitements, je vous l'ai dit, dans le cas du HIV, les personnes qui sont traitées correctement et efficacement excrètent quasiment plus de virus au niveau génital, non plus de virus présents au niveau du sang, donc ils ne présentent plus de risque pour leurs partenaires. Il est important donc de bien informer les personnes qu'elles sont malades et qu'elles sont à risque. Donc nous par exemple, on téléphone à toutes les personnes qu'on a positives en PCR pour leur dire restez chez vous, portez un masque et évitez de faire la cuisine et si possible restez dans votre chambre tout seul isolé. Donc information des personnes et du personnel soignant quand ils sont malades. Et bien entendu les règles universelles d'hygiène, le lavage des mains, la désinfection du matériel. Et quelque chose qu'on peut difficilement jeter, c'est le stéthoscope. Ça, c'est la plaie en médecine, ces stéthoscopes qui peuvent être parfois la source de transmission également de bactéries ou de virus. Il faut penser à le passer régulièrement au gel hydroalcoolique. En réanimation, souvent, le stéthoscope, on le laisse dans la chambre. C'est le stéthoscope du patient. On ne va pas s'amuser à passer avec son stéthoscope et aller ausculter 3 patients d'affilée avec le même stéthoscope. Donc voilà, c'est des gestes d'hygiène qui seront nécessaires pour éviter ces contaminations, pour apprendre donc à éviter les transmissions. Alors ça paraît facile cette année, ça veut dire aussi isoler dans l'espace et dans le temps, ça on le sait maintenant bien. Avoir toujours des locaux et du matériel adapté, donc du matériel jetable si possible, pour éviter ces transmissions. Ça veut dire également donc isoler et arrêter le personnel médical soignant s'ils sont malades. Les mesures d'hygiène, ça c'est facile, vous les connaissez maintenant, sauf une chose peut-être, c'est l'aspect traçabilité. C'est assez compliqué à mettre en place, mais c'est vrai que parfois, nous en biologie, au laboratoire, on nous dit, tiens, vous avez vendu un réactif, mais il présente un problème. D'ailleurs, c'est arrivé là avec le coronavirus. Nous, on n'a pas été touchés, mais d'autres oui. Ils avaient un test PCR qui produisait des faux positifs. C'est sympa quand vous annoncez dans une EHPAD qu'il y a 3 pauses, alors que c'est pas ça. Vous vous rendez compte un peu du problème que ça pose.
Donc, il est important, quand le fournisseur dit « Aïe, j'ai un problème avec tel réactif que je vous ai vendu », que vous puissiez revenir en arrière sur tous les patients testés avec ce réactif et ce lot de réactifs. C'est quand même pareil au niveau de soignant. Vous pouvez avoir du matériel. Il faut savoir tracer l'origine de ce matériel, savoir quand est-ce qu'on l'a utilisé, au cas où il soit la source d'un problème après pour les patients. Alors idéalement, il faut pouvoir faire un diagnostic rapide de ces infections chez le personnel ou chez les personnes malades. Je dis bien idéalement parce qu'en ce moment, comme on fait du dépistage massif pour le coronavirus, on a en général toujours 2000 PCR en retard. Donc c'est-à-dire au moins 2 jours de travail de retard. Donc pour le circuit hospitalier, nous au laboratoire, pour les PCR coronavirus, on a un circuit d'urgence où on essaie de rendre en moins de 12 heures les résultats. Mais c'est vrai que pour le dépistage massif dans le drive, dans la rue ou à l'entrée de la fac là-bas, ça prend un peu plus de temps pour rendre les résultats tellement on a de tests en attente. Un bon moyen pour se prévenir des infections, c'est d'être vacciné, d'être immunisé, parfois aussi de vérifier que vous êtes immunisé. Si vous êtes bien entendu dans un service comme une maternité ou dans les services d'hémato-oncologie où les patients qui ont des leucémies ont des chimiothérapies anticancéreuses très lourdes, ils sont des patients très fragiles, il est plus que recommandé d'être bien vacciné, vous, en tant que soignant, contre la grippe. Parce que vous, peut-être, vous allez faire une petite grippette, pas bien méchante si vous l'attrapez, mais si vous la transmettez à vos patients, là, ça devient très, 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 très compliqué. Pareil en réanimation, bien entendu. Donc, il est important de vérifier, parfois aussi l'immunité. Je vous ai dit, le risque de transmission de l'hépatite B sur une blessure est très élevé. Eh bien, on peut être amené, en cas de blessure avec quelqu'un qui a une hépatite B, à vérifier que le personnel soignant a bien un taux d'anticorps protecteurs suffisant pour qu'il ne soit pas contaminé. Si ce taux d'anticorps n'est pas suffisant, eh bien, on peut lui en administrer. On le fait pour l'hépatite B, on fait ce qu'on appelle une sérothérapie. On administre des produits sanguins qui contiennent des anticorps protecteurs pour le virus de l'hépatite B. Donc on le fait pour le personnel soignant, mais on peut le faire aussi sur des expositions sexuelles de personnes qui vous disent hier j'ai eu des rapports sexuels avec quelqu'un, je ne sais pas s'il n'a pas l'hépatite B, et j'ai aucun moyen de le savoir parce que je n'ose pas lui demander, donc peut-être que je suis à risque. Eh bien on peut administrer des anticorps protecteurs de l'hépatite B à ces personnes-là. Bien entendu, on peut utiliser aussi des antiviraux pour traiter les personnes donc, ou pour les protéger d'une infection, comme je l'ai dit, dans le cas du HIV. Alors, en milieu hospitalier, on est obligé de chercher à se débarrasser de tous ces virus qui peuvent contaminer l'environnement. Les virus enveloppés, comme j'ai déjà pas mal insisté, sont des virus donc, qui sont relativement fragiles. De simples détergents sont souvent actifs sur ces virus-là pour les inactiver, et notamment même l'alcool à 70 ou la chlorhexidine. Dès qu'on arrive sur des virus nus beaucoup plus résistants, alcool et 70 et chlorhexidine, mais on n'a plus ça à l'hôpital, ça devient déjà beaucoup moins efficace. Il faut passer sur des désinfectants beaucoup plus actifs, peroxyde d'hydrogène, mais ça c'est réservé au laboratoire de sécurité P3 qu'on a nous en virologie. L'eau de Javel, ça reste encore un des meilleurs désinfectants. Alors c'est agressif, il ne faut pas le passer sur des surfaces métalliques parce que ça fait rouiller, mais ça reste quand même largement utilisé encore au laboratoire. Et puis tout ce qui est aldéhyde, c'est ce que vous avez en général dans les services de soins et qu'on a nous pour justement les surfaces métalliques. Donc le Sanitex, le Désintex, il en existe différents types d'aldéhydes qui permettent donc de se débarrasser de ces virus enveloppés sur des surfaces qui sont un peu trop fragiles pour supporter le Javel. Alors attention, certains virus nus sont particulièrement résistants et il faut parfois laisser agir au moins 5 minutes du Javel avant de totalement inactiver le virus. Si vous avez quelqu'un qui a une gastroentérite, qui est hospitalisé avec une gastroentérite, vous badigeonnez bien les toilettes au Javel, vous allez faire autre chose et vous revenez ensuite rincer. C'est quand même dans les selles de quelqu'un qui a
infection gastro-entérite, la quantité de virus est considérable, donc c'est potentiellement très infectieux. Pour ce qui est des antiseptiques, donc qui servent à éliminer le virus au niveau cutané ou au niveau des muqueuses, là aussi, on va avoir besoin d'antiseptiques particulièrement efficaces pour se débarrasser des virus nus qui sont plus résistants. Ceux à base de chlore sont souvent les meilleurs, notamment le type d'Aquin, ou ceux à base d'iode, donc comme la bétadine. Alors que l'alcool à 70, c'est bien sur les bactéries, mais sur les virus, c'est beaucoup moins efficace, comme je vous ai dit. Vous ouvrez les diapos. Les vaccins, c'est aussi une des meilleures stratégies, puisque finalement, des antiviraux, on n'en a pas tant que ça. On en a pour l'herpès, la cyclovir, on a pour le virus HIV, quelques-uns pour le virus de l'hépatite B, mais ce n'est pas très efficace en soi. On a maintenant des traitements très efficaces contre l'hépatite C. On a quelques traitements pour le cytomégalovirus, mais ils sont trop toxiques, notamment pour être administrés à une femme enceinte. En effet, les molécules qu'on a pour le cytomégalovirus sont tératogènes, c'est-à-dire qu'elles vont faire des dégâts potentiellement à l'enfant, donc on ne peut pas les administrer. Donc finalement, la meilleure prévention qu'on puisse avoir en virologie, ça va rester la vaccination. Il y a plusieurs types de vaccins. Je vous ai ici cité deux grands types de vaccins. Ceux qui contiennent du virus totalement inactivé, c'est-à-dire que, ou alors un de ces composants qui est totalement inactivé, qui ne présente pas de risque infectieux. C'est le cas par exemple de l'hépatite A, c'est le cas de la rage. Tous ces vaccins-là peuvent être administrés à n'importe qui, il n'y a pas de contre-indication. Alors l'inconvénient pour ceux qui sont des anti-vaccins, c'est qu'il y a des adjuvants qui sont là pour stimuler l'immunité et c'est peut-être pas dénué effectivement d'effets secondaires. Parfois on utilise des vaccins recombinants, là aussi donc on prend que la protéine d'intérêt pour vacciner et immuniser quelqu'un, c'est par exemple pour le coronavirus que la protéine Spike, cette protéine rouge là que je vous ai montré sur le coronavirus, que cette protéine-là qu'on fait synthétiser in vitro à des petites bactéries et on va l'administrer pour que les gens s'immunisent contre cette protéine et fabriquent des anticorps neutralisants. Pareil pour le virus de la grippe, on va cibler que les protéines d'enveloppe du virus de la grippe pour fabriquer aussi des anticorps qui protégeront contre le virus de la grippe. Donc là, quand on l'administre à quelqu'un, c'est totalement inactif, il n'y a aucun risque infectieux pour la personne qui est vaccinée. A l'inverse, il existe un autre grand type de vaccins qui sont très intéressants parce qu'ils sont beaucoup plus immunogènes, ils permettent de mettre en place une meilleure immunité cellulaire. C'est les vaccins qui contiennent un virus qui est vivant, mais qui est seulement atténué. Donc qui est normalement inoffensif, mais par mesure de sécurité, ces vaccins à virus vivant atténué ne sont pas administrés aux immunodéprimés ni aux femmes enceintes. C'est le cas notamment des vaccins contre la rougeole, les ourillons ou la rubéole. Alors c'est embêtant parce que les femmes qui ne sont pas immunisées contre les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées contre la rubéole et on ne peut pas les vacciner en cours de grossesse. C'est le cas également du vaccin contre la varicelle et le zona. Et pour ceux qui veulent voyager, c'est le cas aussi du vaccin contre la fièvre jaune. Donc, ces vaccins, ils sont très intéressants. Au lieu d'avoir à faire en plus beaucoup de rappels avec ces vaccins-là, souvent une ou deux injections suffisent pour avoir une immunité protectrice, alors que les vaccins inactivés sont moins immunogènes. On monte contre ces vaccins-là une moins bonne immunité. Et donc c'est ça nécessitera des rappels et c'est potentiellement donc moins immunogène dans le temps. Parfois, ces vaccins, on peut les utiliser également en prophylaxie après une exposition. Le virus de l'hépatite B se transmet de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement, parce que les accouchements, il y a des échanges sanguins entre le sang fœtal et le sang maternel, et donc il y a un risque important de contamination du bébé qui vient de naître
avec le sang maternel au moment de cet accouchement, au moment de rupture donc, de la barrière placentaire au moment de l'accouchement. Pour éviter quand même que l'enfant soit contaminé par ce virus de l'hépatite B, eh bien, on va lui administrer le vaccin immédiatement, en plus, bien entendu, comme je vous ai dit, d'anticorps protecteurs pour le virus de l'hépatite B. Donc, immédiatement après une exposition, on vaccine le bébé pour l'hépatite B. Je vous ai parlé de la rage tout à l'heure. La rage, c'est une maladie qui est toujours mortelle si on ne fait rien. Heureusement, la période d'incubation est relativement longue. En effet, souvent on se contamine par des morsures avec un animal sauvage ou un animal enragé. Le virus se multiplie au niveau cutané et puis va gagner le système nerveux central par voie axonale via les neurones, bien sûr, qui innervent la peau. Donc pendant l'incubation, pendant cette voie de multiplication cutanée, pendant que le virus transite via par les nerfs jusqu'au cerveau, on immunise, on vaccine les personnes. C'est des protocoles vaccinaux très rapprochés, on ne fait pas des injections tous les mois, on les fait toutes les semaines. Et il faut que la personne s'immunise avant que avant que le virus ne gagne le système nerveux central. Donc, si jamais vous vous êtes fait mordre par un animal, surtout si c'est en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, eh bien, il faudra le signaler de suite pour faire ce protocole vaccinal très rapidement. Donc, les vaccins peuvent être utilisés également en thérapeutique. Alors, maintenant, on va parler du diagnostic au laboratoire. Petite notion rapide. On a deux outils majeurs au laboratoire pour faire un diagnostic d'infection virale. Les sérologies, qui cherchent à mettre en évidence la réponse immunitaire de l'hôte contre l'agent infectieux, que ce soit des virus, des bactéries ou des parasites. On va donc rechercher dans le sang des personnes, à partir de prise de sang, eh bien, s'il a des anticorps dirigés contre ce virus. Et l'autre outil, c'est le diagnostic direct. À partir d'un prélèvement biologique, vous cherchez à mettre en évidence la présence du virus lui-même ou l'un de ses constituants, son génome viral ou bien une de ses protéines virales directement donc, dans l'échantillon biologique. Ça signifie qu'il faut faire le bon échantillon biologique. Le coronavirus il se multiplie au niveau des poumons. Donc c'est un prélèvement qu'il faudra faire au niveau ORL. Ce n'est pas la peine d'aller faire une prise de sang pour rechercher le coronavirus dans le sang. Ça peut paraître idiot, mais ça nous arrive d'avoir des prises de sang. Alors ces virus, on peut essayer de les mettre en évidence par différents outils. La technique, on va dire, historique de référence, c'est qu'on cherche à cultiver le virus, mais il faut des cellules, il faut un laboratoire bien équipé. Ça peut être dangereux de manipuler quand même des virus. Ou alors, eh bien, on peut essayer de l'inactiver et de détecter le génome viral. Et c'est ce que vous connaissez maintenant parce que tout le monde en parle. C'est les techniques de PCR, donc Polymerase Chain Reaction en anglais. Donc ces techniques de PCR amplifient juste un petit fragment de génome viral qu'ensuite on va détecter et qui nous permet donc de savoir si le virus est présent ou pas et qui nous permettent maintenant même de quantifier la quantité de virus dans le prélèvement biologique. L'avantage, c'est que comme on a cassé la capside, qu'on a cassé l'enveloppe, qu'il ne reste plus que l'ARN ou l'ADN viral, eh ben, c'est pas infectieux et c'est moins dangereux pour nous au laboratoire de manipuler tous ces échantillons. Alors petit cours, parce que peut-être vous allez en faire bientôt, sur le prélèvement nasopharyngé. Quand je vois ça avec mes amis qui nous aident quand même, qui nous aident beaucoup, pompiers, tout ça, c'est non. Hein, c'est pas là-haut qu'il faut les chercher. On va chercher le virus au niveau du nasopharynx, ici. Donc l'écouvillon, il doit suivre le plancher du palais, là. Il va là-bas au fond. Il ne va pas vers le haut, donc il ne va pas vers le cerveau. Hein. Out les fake news qui disent que, attention, on va vous faire un prélèvement de cerveau. Hein, un prélèvement bien fait, il va chercher là. On ne fait pas de prélèvement de gorge, ça tombe bien parce que ça donne un réflexe nauséeux et on n'a pas trop envie que les gens nous vomissent dessus quand on les prélève. Ça tombe bien, donc c'est pas hyper agréable, hein. J'en ai fait déjà quelques-uns, c'est pas super jouissif, mais ça fait pas mal non plus, ça donne pas envie de vomir.
si on va vous prélever donc au niveau nasopharyngé. Les virus, je vous rappelle, se multiplient dans les cellules. Donc, il faut prélever des cellules. Ça signifie que quand vous faites le prélèvement nasopharyngé, une fois que l'écouvillon il est bien placé au niveau du nasopharynx, faites plusieurs tours, 5-6 tours. Comme ça, vous prélevez plein de cellules avant de ressortir. Donc peut-être vous serez amené, puisqu'on recrute de plus en plus des étudiants pour faire ces prélèvements, à faire ces prélèvements nasopharyngés pour le coronavirus. Donc pas vers le haut, on suit le plancher. Quand on est au fond, on tourne 5 tours de 3 secondes et ensuite on peut ressortir. Donc ça c'est le bon prélèvement nasopharyngé pour rechercher tous les virus respiratoires, hein, pas seulement le coronavirus, ça peut être la grippe, ça peut être le VRS chez les nourrissons, hein, tous les virus respiratoires. Le prélèvement de choix, c'est ce prélèvement nasopharyngé. Pour ce qui est du dépistage sérologique, donc la mise en évidence des anticorps dirigés contre les agents infectieux, je ne sais pas si vous avez déjà eu les cours d'immunologie, professeur Trainer, bon, alors on va faire un peu d'immunologie. On est capable de synthétiser différents types d'anticorps après une infection, bactérienne ou virale ou même parasitaire. D'abord apparaissent, après le contact avec l'agent infectieux, les IgM, certaines classes d'anticorps. Donc si on veut savoir si l'infection est récente, eh bien on va rechercher les IgM dirigés contre le coronavirus, contre le virus de la grippe, etc., etc. Ces IgM ne persistent pas dans le temps et ils ne sont pas très protecteurs. Donc en termes d'immunité, ils ne sont pas très intéressants. Peu de temps après les IgM, apparaissent d'autres classes d'anticorps qu'on appelle les IgG, immunoglobulines G, et qui augmentent, qui sont synthétisés par des lymphocytes B, qui sont des lymphocytes, pour certains, qui vont devenir mémoire et qui vont persister longtemps dans l'organisme. Donc normalement, les IgG ils persistent longtemps, alors que les IgM disparaissent. En cas de réinfection ou de réactivation du virus dans l'organisme, ça va faire un petit boost de l'immunité, un peu comme quand on vous fait une deuxième dose de vaccin, on booste l'immunité. On réaugmente les taux d'anticorps, notamment les IgG, mais parfois on voit aussi réapparaître des IgM. Donc ce qu'il est intéressant de mettre en évidence quand on recherche une infection récente, c'est la mise en évidence des IgM dirigés contre un virus. Quand on veut savoir si quelqu'un il a été en contact avec un virus, qu'il est immunisé et qu'il est, on l'espère, protégé, on recherche plutôt les IgG, les immunoglobulines de type G. Ce sont celles qui sont protectrices et celles qui normalement restent stables et, en théorie pour certaines infections, restent présentes à vie. Ça c'est la théorie parce que malheureusement ce n'est pas toujours aussi simple. Hein. Notamment avec les infections respiratoires, ça stimule relativement peu l'immunité et donc les taux d'anticorps IgG qui sont produits ne persistent pas très longtemps. C'est un des problèmes qu'on avait la grippe. C'est un virus qui imite beaucoup ce virus de la grippe, donc on est obligé de mettre au point des vaccins avec des souches différentes très régulièrement en fonction des mutations. Mais surtout l'immunité après le vaccin, elle n'est pas optimale et souvent elle ne persiste pas très longtemps. On craint très fortement que ce soit pareil avec le nouveau coronavirus, puisque malheureusement, on commence à avoir des réinfections. Ça a été publié par les équipes asiatiques de Hong Kong également, mais aussi en Allemagne. Des gens qui ont été malades au mois de mars et qui sont à nouveau malades cet été. Donc ça, c'est encore un point d'interrogation avec ce nouveau coronavirus. Est-ce que la protection et le taux d'anticorps est suffisant pour nous protéger des réinfections? Et ça va peut-être être le challenge justement de la mise au point du vaccin contre ce virus, c'est de mettre au point qui incite à fabriquer des anticorps et surtout une très grande quantité d'anticorps et pas seulement une quantité assez faible qui ne va pas persister longtemps dans le temps. Alors la virologie, pour finir quelques mots sur les virus, c'est vrai que ça peut poser des problèmes. On a régulièrement des émergences de nouveaux virus qui sont souvent ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des virus qui étaient présents dans le règne animal mais qui s'adaptent et qui deviennent capables d'infecter des cellules humaines.
On a eu le cas du virus HIV dans les années 80, un virus donc du singe qui, grâce à des mutations, s'est adapté à l'homme. Virus Zika, il y a en 2016, avec ce virus donc, qui était quasiment peu fréquent et qui a tout d'un coup provoqué une pandémie en 2016, surtout en Amérique latine. Et puis maintenant, donc, le SARS-CoV-2. Ces virus peuvent être potentiellement des armes de bioterrorisme. Je vous ai dit, on a éradiqué le virus de la variole. Tout le monde en est débarrassé, mais des gens comme vous et moi, on est jeunes. Attention à ceux qui disent l'inverse. Donc on n'est plus vacciné contre la variole, parce qu'on considère que le virus a disparu de la planète. Mais on n'est pas totalement certain que certaines armées malfaisantes n'aient pas gardé des stocks de virus dans un congélateur, et que ça puisse être utilisé comme arme de bioterrorisme. Alors il y a des plans biotox, on a des vaccins en stock si jamais il fallait revacciner du monde, mais c'est une crainte qui existe. Alors, pour finir sur une note positive quand même, on va parler du côté positif des virus. Donc peut-être une application comme antibactérien avec les bactériophages. Pardon, il manque un O là, c'est bactériophage, ce qu'on appelle la phagothérapie. Donc, il commence à être utilisé dans les infections ostéo-articulaires bactériennes. Ce sont les infections où souvent on a des bactéries multirésistantes aux antibiotiques et où en plus la pénétration des antibiotiques est compliquée au niveau de l'articulation. Parfois on est amené à administrer des bactériophages. Alors, c'est pas beaucoup fait en France, mais c'est pas mal fait par la Pologne par exemple. Autre utilisation potentielle, un virus qui détruit une cellule, ça peut être intéressant en cancérologie. C'est ce qu'on appelle les virus oncolytiques. Des virus que l'on fabriquerait, qu'on ferait en sorte qu'ils aillent infecter des cellules cancéreuses pour qu'ils les détruisent. Et comme ça, on favorise l'élimination du cancer. Alors ça, on va bien sûr certainement le réserver aux cancers qui sont résistants aux chimiothérapies, mais c'est des choses qui sont à l'étude aussi. En thérapie génique, des virus comme le virus du sida s'intègrent dans l'ADN. Ça peut être une idée, ça, si on veut corriger un gène qui est déficient chez quelqu'un qui a une maladie génétique, peut-être qu'il suffit d'infecter ces cellules avec un virus bien entendu inoffensif, mais qui amènerait un gène. Donc ça a déjà été fait pour des enfants qui avaient des déficits immunitaires liés à des maladies génétiques. On corrige la maladie génétique en infectant ces lymphocytes, pas ces lymphocytes exactement, ces cellules souches de la moelle osseuse, donc de la moelle qui produit les lymphocytes, pour corriger donc le déficit immunitaire. Donc ça aussi, c'est des choses dans la thérapie génique avec des virus qui sont à l'étude. Et puis les virus, ils peuvent justement infecter des cellules et peuvent du coup amener du matériel génétique intéressant pour fabriquer finalement et inciter le système immunitaire à se défendre contre ça. Donc on réfléchit, et c'est à l'étude notamment pour le nouveau coronavirus, à utiliser des petits virus pas très méchants comme les adénovirus qu'on transforme et à qui on fait exprimer la protéine spike du coronavirus. Donc le système immunitaire il va se dire, oh là, il y a un adénovirus, il y a cette protéine spike, je vais lutter contre ça, je vais fabriquer des anticorps, je vais donc faire en sorte de développer une immunité contre cette protéine-là. Donc les adénovirus sont de plus en plus étudiés, notamment dans le cas du coronavirus, pour amener des protéines virales de notre agent infectieux, on va dire bien embêtant, pour que le système immunitaire se mette en place contre certaines protéines de ce coronavirus. Donc les virus sont potentiellement de plus en plus une source d'idées également donc en vaccinologie, en thérapie génique, en cancérologie et dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance. Donc nous, le labo de virologie est à Purpan, il est à l'Institut fédératif de biologie, dans ce petit bâtiment rouge brique à côté de Pierre-Paul Riquet. Pour travailler au laboratoire, pour éviter nous de se contaminer, alors en ce moment je vous ai dit on inactive les prélèvements en les chauffant à 56 degrés 30 minutes, mais également on travaille sous des postes de sécurité microbiologique qui se présentent comme ça, de type 2. Pour rechercher des anticorps, on a des automates, mais on a parfois des systèmes ELISA assez simples.
Et puis on a ces systèmes de PCR, donc au laboratoire, qui, lorsqu'on a une belle courbe d'amplification ici, ils disent que le prélèvement contient le SARS-CoV-2 ou d'autres virus encore. C'est bon pour les virus? Oui, j'étais un peu longue. On va essayer de finir en 5 minutes les prions. Donc ces prions, vous oubliez tout ce que j'ai dit sur la virologie, c'est complètement différent. Les prions sont des maladies transmissibles qui provoquent en général donc des encéphalopathies. Ces maladies à prions, elles ont des durées d'incubation très très longues, qui sont totalement asymptomatiques, donc totalement silencieuses. Et malheureusement, pour le moment, on n'a pas de traitement. Ça va provoquer donc une dégénérescence du système nerveux central qui sera, hélas, toujours fatale pour le patient et qui provoque ce qu'on appelle une spongiose au niveau du cerveau. Tout simplement parce qu'à l'IRM, quand vous faites une IRM cérébrale, là, vous avez des petits trous au niveau du cerveau, ça ressemble à une éponge. Ces prions, ils ne sont pas reconnus par le système immunitaire du tout, ni par aucun système inflammatoire que l'organisme humain s'est fabriqué. Et lorsque on cherche un agent infectieux par microscopie électronique, par microscopie optique, eh bien on ne voit rien. On ne voit pas de virus, on ne voit pas de bactéries, on ne voit pas de mycoses et on ne voit pas non plus de parasites. Donc ça n'a ni la structure, ni les mêmes compositions que tous les agents infectieux. D'où le nom d'agents transmissibles non conventionnels qui a été donné, ATNC pour ça. Alors le problème de ces prions, certes ils ne sont pas très fréquents et l'inoculation et la contamination est certainement très complexe, mais par contre ils sont très 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 résistants à tout ce qui est agent infectieux habituel. Donc très résistants au système de radiation, aux irradiations qui d'habitude font des cassures d'ADN ou d'ARN et qui inactivent également les virus, les bactéries et les parasites. Très résistants également à des protéases qui pourraient provoquer donc une cassure des protéines comme la protéine de capside par exemple, des virus. Alors qu'est-ce que c'est ces prions? Ça a été identifié dans les années 80 par M. Prusiner. Tout simplement, ces maladies donc, qui provoquent des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, d'après M. Prusiner, c'est une protéine. En fait, c'est la conformation dans le tridimensionnelle de cette protéine qui est pathologique, parce qu'en effet, normalement, ces protéines prions, si elles ont une conformation normale, et elles sont normales dans l'organisme, elles existent chez nous, mais elles ont une conformation normale. Quand elles commencent à prendre dans une conformation différente, elles deviennent pathologiques, elles s'accumulent dans le système nerveux central, et elle provoque une neurodégénérescence. Donc c'est une protéine du soi qui devient pathogène. Cette protéine du soi, c'est la protéine PRPC. Donc c'est une protéine physiologique qu'on retrouve très conservée dans beaucoup d'espèces animales et notamment d'espèces mammifères. On ne connaît pas très bien son rôle au niveau du système nerveux central et elle est quand même aussi dans d'autres compartiments. Et normalement, sa structure 3D est en hélice alpha. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de structure de protéines. Et on parle d'hélice alpha quand les acides aminés forment ces hélices. Et quand elle devient pathogène, au contraire, elle prend une structure en feuillet bêta, ici, en feuillet bêta, qui devient excessivement résistante à l'activité d'enzymes qu'on appelle des protéases, mais également donc à des irradiations, puisque ce n'est pas de l'ADN, donc il n'y a pas de cassure d'ADN ni d'ARN, par des irradiations comme, on va dire, tous les autres agents infectieux qui ont toujours de l'ADN et de l'ARN.
Donc en fait, c'est le changement de conformation dans le système nerveux central qui va provoquer la pathogénèse de cette protéine. Et on ne sait pas pourquoi. Si on met en présence, on va dire, une dizaine de protéines normales avec une protéine anormale, petit à petit, les protéines normales vont changer de conformation tridimensionnelle pour devenir anormales. Donc les mécanismes on va dire, de pathogénèse sont quand même encore très très mal connus. Cette protéine prion, on l'appelle aussi la SCRAPI, donc pour PRPSC, ça c'est du détail. Et donc on ne sait pas comment ceci se passe, ce changement de conformation, mais petit à petit, la présence d'une protéine anormale provoque les changements de conformation des protéines normales. Donc en termes de diagnostic, il faut rechercher cette protéine anormale dans le système nerveux central, et notamment l'accumulation de cette protéine dans le système nerveux central. Plus on en détecte, plus on sait qu'il y a une corrélation avec les manifestations cliniques, qui sont bien entendu des manifestations cognitives. Et donc il faut aller rechercher dans le liquide céphalorachidien à partir d'une ponction lombaire, eh bien, cette protéine prion. On recherche aussi une autre protéine qui est libérée au moment de la mort des neurones, qui est la protéine 14-3-3, dans le système nerveux central pour faire le diagnostic. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réaction immunitaire, pas de réaction inflammatoire, comme lorsqu'il y a une atteinte du système nerveux central par un virus ou par une bactérie. Donc il n'y a pas d'augmentation des globules blancs dans le liquide céphalorachidien, il n'y a pas de baisse parfois du glucose dans le liquide céphalorachidien. Tout ça sont des marqueurs non spécifiques finalement que c'est une atteinte du système nerveux central liée au prion. Ce qui permet donc d'écarter les maladies infectieuses classiques, les AVC également, qui sont aussi la source parfois de mort cérébrale. Alors le problème de ces prions, c'est leur résistance. Il faut pour ça les détruire avec des très hautes températures. Donc on passe là à des systèmes dits d'autoclave, 130 degrés pendant 20 minutes pratiquement, 18 minutes. Pour ce qui est du javel, pour éliminer ces protéines prions, là on n'est pas sur 5 minutes, mais on est sur 1 heure, que ce soit du javel ou de la soude, pour vraiment se débarrasser de cette protéine. Et puis, je vous l'ai dit, les irradiations ne fonctionnent pas pour éliminer cette protéine prion. En termes d'efficacité maximale, il faut faire un peu tout, du chimique, c'est-à-dire du javel, avec du thermique, pour être sûr d'être tranquille. Donc les déchets de soins d'un patient qui serait infecté par un prion, donc qui aurait une encéphalite spongiforme, c'est des filières de déchets particulières qui doivent être incinérées par des centres agréés. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, il nous reste 5-10 minutes. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui. Alors le cours a été donné à madame, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Oui, je viens de le donner à l'instant. Donc c'est pour ça qu'elle l'a pas encore. Si vous avez un, c'est peut-être celui de l'an dernier, mais j'ai fait pas mal de modifications cette année pour vous parler du coronavirus. Donc vous l'aurez d'ici demain pour vous et pour toutes les écoles infirmières en général du réseau des Midi-Pyrénées. Je vous en prie.